18h au Caire, 17h GMT. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal que j'ai le plaisir de vous le présenter ce soir en compagnie de mon collègue Hani Farag. Hani, bonsoir. Bonsoir Donna, bonsoir tout le monde. Toujours un plaisir partagé de présenter avec vous le journal complet en langue française. Tout de suite, chers téléspectateurs, les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi se rend à Rio de Janeiro pour participer au sommet du groupe de G20. Safwan Mathbouli inaugure la 28e édition du Salon international des technologies au Moyen-Orient et en Afrique, Cairo ICT 2024. Et enfin, l'armée de l'occupation israélienne bombarde violemment la bande de Gaza, tuant près de 50 personnes. Madame, à la une de ce journal, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui se rend aujourd'hui à Rio de Janeiro, la capitale brésilienne, pour participer au sommet des groupes de 20 qui se tient de 18 et 19 novembre au courant. Le président el-Sisi participe au sommet à l'invitation de son dont son pays préside. Cette année, le sommet, sous la devise « Construire un monde juste, une planète durable », les dirigeants du G20 prendront part à 3 sessions sur les 3 priorités principales de la présidence brésilienne, à savoir l'inclusion sociale et la lutte contre la faim et la pauvreté, la réforme des institutions de la gouvernance mondiale et le développement durable, ainsi que la transition énergétique. Le président el-Sisi devrait prononcer les allocutions de l'Égypte lors des séances du sommet qui aborderont les efforts de développement de l'Égypte et les défis des pays en développement dans leurs efforts pour atteindre les objectifs de développement durable. Le président el-Sisi mettra également l'accent sur les situations et les crises régionales avec l'escalade continue d'Israël en Palestine et au Liban, ainsi que les efforts déployés par l'Égypte pour restaurer la stabilité au Moyen-Orient. Il s'agit de la 4e participation de l'Égypte au sommet du groupe, après sa participation au sommet de la présence chinoise en 2016, celui du Japon en 2019 et celui de l'Inde en 2023, ce qui reflète l'appréciation croissante du poids international de l'Égypte et son rôle central et vital au niveau régional. Sur le plan local, le Premier ministre Dr Safwan Mathbouli a inauguré aujourd'hui, au nom du président Abdel Fattah el-Sisi, la 28e Salon international des technologies au Moyen-Orient, en Afrique, Cairo ICT 2024. À la suite de l'inauguration, Dr Mathbouli a inspecté le pavillon du ministère des Télécommunications, des Technologies de l'Information, ainsi que le pavillon de l'Autorité nationale des régulations des télécommunications. Le chef du gouvernement a de même visité le pavillon de l'Autorité nationale de la Poste, où il s'est informé de ce qu'a été réalisé par l'autorité dans son processus de transformation numérique et d'inclusion financière afin d'améliorer le niveau des services présentés aux citoyens. Dr Mathbouli a par ailleurs inspecté le pavillon de l'initiative présidentielle Nouveau Début pour la construction de l'homme. Il a indiqué que l'initiative vise à intensifier le travail des services gouvernementaux afin d'améliorer les indices du développement humain. Eh bien, au cours des activités du 28e Salon international des technologies au Moyen-Orient et en Afrique, le ministre des Télécommunications et des Technologies de l'Information, Amr Talat, a abordé les exemplaires ou plutôt les exemples de projets de la transformation numérique. M. Talat a indiqué que parmi ces exemplaires figure la plateforme numérique de l'Égypte qui a déjà présenté des services à quelques 8 millions de citoyens. Figure également parmi ces exemplaires le service global de l'assurance santé, la plateforme de la création des sociétés ainsi que le système de contentieux à distance. M. Talat a d'autre part indiqué que l'État a intensifié la création des centres de créativité numérique de l'Égypte afin de soutenir les entrepreneurs, précisant que 23 centres de créativité sont déjà installés dans les divers gouvernorats. M. Talat a ajouté que la 2e génération de ces centres de créativité numérique a pour but de soutenir les sociétés émergentes, petites et moyennes, opérant dans les divers secteurs des télécommunications et des technologies de l'information. Les forces armées égyptiennes et saoudiennes poursuivent leurs exercices militaires conjoints
israélien intitulé La Flèche perçante, qui se déroule en Égypte du 9 au 21 novembre dans la zone sud militaire en Égypte, dans un nombre de bases aériennes égyptiennes, avec la participation des forces terrestres aériennes, mais aussi navales des deux pays. Cet exercice s'inscrit dans le cadre de relations distinguées reliant les deux pays, du renforcement de la coopération militaire, de l'échange des expertises entre les forces armées des deux pays frères. L'exercice militaire a compris plusieurs activités théoriques et pratiques telles que des opérations de combat terrestres, aériennes et navales conjoints conçues pour améliorer les compétences des commandants et des officiers dans la bonne gestion des opérations. La passons au territoire palestinien occupé où l'armée de l'occupation israélienne a bombardé violemment aujourd'hui la bande de Gaza, tuant près de 50 Palestiniens selon la défense civile. La frappe la plus meurtrière a eu lieu en pleine nuit à Beit Lahiya. 26 corps ont été retirés des décombres d'un bâtiment de 5 étages ciblé, dont des enfants et des femmes, et au moins 59 personnes sont piégées sous les ruines. 20 autres Palestiniens, dont des femmes et des enfants, ont péri dans des bombardements à Rafah, Nusayrat et Al-Bourij. De son côté, le ministère palestinien de la Santé à Gaza a annoncé aujourd'hui un nouveau bilan de 43 846 morts dans les territoires palestiniens depuis le début de l'agression israélienne il y a plus d'un an. Au moins 47 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures et 103 740 personnes avaient été blessées dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023. La police et le Shin Bet, service de sécurité intérieure, ont indiqué que 3 suspects ont été arrêtés après les tirs de 2 fusées éclairantes hier soir après la résidence près de la résidence privée du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui n'était pas sur les lieux. Aucune information n'a filtré sur l'identité des suspects ou sur leur motivation. La justice a ordonné une interdiction de publication d'informations sur l'enquête ou l'identité des suspects pendant une période de 30 jours. Suite à l'incident, le président israélien Isaac Herzog a mis en garde contre une escalade de la violence dans les sphères publiques sur X. Dans l'opposition, Benny Gantz, ancien membre du cabinet de guerre israélien et chef du parti de l'Union nationale, a également pointé du doigt une dérive du mouvement de protestation. Au Liban, le responsable immédiat du Hezbollah libanais, Mohamed Afif, a été tué dans la frappe israélienne qui a visé dans le centre de Beyrouth les bureaux de la branche libanaise du parti Baas syrien. À l'aube, l'armée israélienne a ordonné aux habitants de 3 secteurs de la banlieue sud de Beyrouth où se trouvent, selon elle, des installations du Hezbollah d'évacuer immédiatement, un avertissement habituel avant des frappes aériennes. D'autre part, 2 soldats libanais ont été tués dans une frappe israélienne visant directement leur position aujourd'hui dans une localité du sud du Liban. Selon un bilan actualisé annoncé par l'armée libanaise, cela porte à 13 le nombre de soldats libanais tués depuis le début de la guerre ouverte entre le mouvement Hezbollah et l'armée israélienne le 23 septembre. Plus de 3 452 personnes ont été tuées au Liban depuis le 8 octobre 2023, selon le ministère de la Santé, la majorité depuis le 23 septembre dernier, comme on vient justement de vous le préciser. Passons au Yémen, où les Houthis ont annoncé avoir visé une cible vitale, dont le port d'Eilat, avec un certain nombre de drones, en réponse aux crimes de l'occupation israélienne dans la bande de Gaza au Liban. De son côté, le porte-parole militaire du groupe Houthi, Yahya Assari, a annoncé que ces opérations ne prendront fin qu'après la fin de l'agression israélienne contre les civils dans la bande de Gaza et au Liban. Le chef de la diplomatie ukrainienne, Andriy Sybiga, a estimé que l'Ukraine subit l'une des plus grandes attaques aériennes lancées par la Russie. En fait, ajoutons que le pays étant visé par des frappes contre ses infrastructures énergétiques. Les détails dans ce compte-rendu.
Le réseau énergétique ukrainien, déjà très fragile, a fait face dimanche à l'une des plus importantes attaques russes de ces derniers mois, des frappes faisant 9 morts et une vingtaine de blessés à travers le pays. Ces frappes se produisent au moment où l'Ukraine, en difficulté sur le front, craint de perdre le soutien américain avec le retour prochain de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré qu'une attaque combinée massive a visé toutes les régions de l'Ukraine et ciblé l'infrastructure énergétique, faisant état de 120 missiles et 90 drones lancés. Le ministère russe de la Défense a affirmé de son côté avoir atteint toutes ses cibles lors d'une attaque massive contre des infrastructures énergétiques essentielles qui soutenaient le complexe militaro-industriel ukrainien. Moscou, en multipliant ses attaques de drones et de missiles, a déjà détruit la moitié de la capacité énergétique de l'Ukraine, selon Kiev. L'opérateur énergétique ukrainien DTEK a indiqué que certaines de ses centrales thermiques avaient été sérieusement endommagées, sans faire de victimes parmi ses employés. Des coupures de courant ont touché les régions de Kiev, ainsi que plusieurs zones de l'ouest, du sud et de l'est, comme Odessa ou Dnipropetrovsk. Kiev exhorte ses partenaires occidentaux à l'aider à reconstruire son réseau électrique, à lui fournir plus d'équipements de défense antiaérienne et d'armement. Dimanche, des pilotes d'avions de combat F-16 ont abattu 10 de cibles lancées vers l'Ukraine, a salué Volodymyr Zelensky. Ce précieux équipement militaire avait été livré cet été à Kiev après plus de 2 ans d'attente. Eh bien, le super typhon Mani a frappé l'île de Luzon, la plus peuplée des Philippines, selon le service météorologique national, qui a mis en garde contre la menace d'inondation, de glissement de terrain et d'énormes vagues. Justement, Mani soufflait encore des rafales mesurées à 185 km/h lorsqu'il a touché terre pour la deuxième fois sur l'archipel dans la municipalité de Dipacoalo, dans la province d'Aurora, sur l'île de Luzon. Voici tout de suite les détails. Le super typhon Mani a touché l'île de Luzon, la plus peuplée des Philippines, provoquant des inondations, des glissements de terrain et d'énormes vagues, a alerté le service météorologique national, alors que l'archipel est en proie à sa 6e tempête majeure en 1 mois. Mani a conservé son intensité en atténuant Luzon, le moteur économique du pays, densément peuplé, ont indiqué les météorologues, mettant en garde contre une situation potentiellement dangereuse dans la province d'Aurora. Environ 2000 personnes se trouvent dans des abris d'évacuation d'urgence à Dipaculo, dans la province d'Aurora. D'autres habitants sont restés chez eux pour protéger leurs biens et leur bétail ou parce qu'ils étaient sceptiques quant aux avertissements, selon le porte-parole de l'agence de gestion de catastrophes du Apclao. Le service météorologique prévoit un affaiblissement significatif à mesure que Mani traverse l'île montagneuse, estimant toutefois que de graves inondations et glissements de terrain sont attendus alors que Mani déverse des pluies intenses à torrentielles sur son passage. Les météorologues ont également averti que des zones de tempête de plus de 3 mètres pourraient submerger les côtes, notamment à Mani. Plus de 1 200 000 de personnes ont fui leur domicile à l'approche de ce super typhon qualifié de potentiellement catastrophique et mortel. Eh bien, présence à l'ingénieur Kamel El Wazir, vice-premier ministre pour le développement industriel et ministre de l'Industrie et des Transports, qui a inspecté le chantier du projet de la première ligne du réseau du train électrique à grande vitesse à Sokhna Al-Amin Matrouh, qui couvre la distance allant du sud de Helwan jusqu'à l'intersection du pont du trajet du TGV avec l'autoroute. Au cours de sa visite, le ministre indiquait que le réseau du train électrique à grande vitesse va faciliter l'installation d'axes logistiques reliant la mer Rouge à la Méditerranée, le nord du pays au sud, les zones industrielles aux ports maritimes et les nouvelles zones du développement agricole aux ports de l'exportation. Sur le plan économique, les indices de la bourse du Caire ont collectivement reculé au terme des échanges d'aujourd'hui en prévision de la décision du comité de politique monétaire de la Banque nationale d'Égypte concernant le taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion, en plus des résultats commerciaux des entreprises actives et leaders sur le marché pour le mois du 3e trimestre de l'année. La capitalisation des actions des entreprises affiliées à la bourse a atteint 2 272 milliards de livres égyptiennes après des échanges globaux de 15,47 milliards de livres égyptiennes.
L'indice principal, la EJX 30, a chuté de 0,67% au niveau de 31 252 points. Et les indices secondaires EJX 70 et EJX 100 ont respectivement reculé de 0,67% et 0,19%. Bien, un soir à présent avec la sélection égyptienne de football qui a poursuivi ses préparatifs pour sa rencontre contre le Botswana mardi prochain sur le stade de la défense aérienne. Il s'agit du 6e et dernier tour des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2025, tenue au Maroc. Après ce match nul un partout au 5e tour face au Cap-Vert, l'équipe nationale a terminé ses rencontres au groupe C sans défaite et s'est placée en tête du classement. Dans le monde de tennis, 2 mois après un duel à sens unique à New York, Jannik Sinner, premier italien, a remporté l'US Open et Taylor Fritz se retrouve aujourd'hui à Turin pour une finale des Masters ATP qui peut marquer leur carrière pour sa 3e participation au tournoi des maîtres qui réunit les 8 meilleurs joueurs de l'année. Sinner, 23 ans, réussit pour l'instant un sans faute. Après avoir survolé avec 3 victoires au niveau de son groupe, dont une face à Fritz, 6-4, 6-4 et sans concéder un seul set. Le grand roux a donné une leçon à Casper Ruud de dominer 6-1, 6-2 en demi-finale hier. Pour succéder à Novak Djokovic, il l'avait battu en finale en 2023 et qui qualifié pour ce dernier tournoi de l'année a déclaré forfait sur blessure. Sinner devra donc maintenant battre un joueur en pleine confiance et revanchard. Donc avec ces dernières nouvelles, nous devons clôturer cette édition de notre journal complet en langue française. Merci beaucoup pour votre attention.